Cette nuit, lorsque vous sombrerez dans le sommeil, tandis que votre conscience sera aspirée dans un royaume où les lois de la physique perdent leur validité, une anomalie aux confins les plus reculés de l'espace continue d'exister, reflétant cette même situation. Découverte par hasard par les scientifiques, cette galaxie titanesque, tout comme l'absurdité de nos rêves, bouleverse toutes les règles cosmologiques connues. Cette structure, cachée dans d'anciennes données, car elle était trop vaste pour être remarquée, est un vide que la lumière met des millions d'années à traverser d'un bout à l'autre. Et en son centre même, telle la créativité insondable qui alimente nos songes, se trouve un trou noir qui ne devrait pas exister. Il projette des jets d'énergie impossibles, si loin qu'il ferait paraître notre galaxie entière comme un grain de poussière. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment la plus grande structure de l'univers tend un miroir au plus grand mystère créé par notre esprit pendant le sommeil. Si vous faites partie de ceux qui pensent que les rêves que vous voyez la nuit pourraient être des murmures venus d'au-delà de la réalité que nous comprenons, pensez-vous, comme nous, que nos rêves, à l'instar de cette galaxie, sont les jets d'une réalité plus vaste que nous ne comprenons pas encore, se reflétant jusqu'à nous? Partie 1. Le sommeil de l'Empire, la découverte d'Alcyone. Février 2022 a changé tout ce que les astronomes pensaient savoir sur les limites cosmiques. Aux Pays-Bas, une équipe analysant les données d'un radiotélescope est tombée sur quelque chose d'impossible. 2 nuages d'énergie colossaux s'étendaient plus loin dans l'espace que n'importe quelle structure jamais enregistrée. Partie 2. Le Titan céleste, le secret des 16 millions d'années-lumière. La découverte fut presque accidentelle. Les scientifiques cartographiaient le ciel boréal à des longueurs d'onde invisibles à l'œil humain en utilisant le réseau basse fréquence, un réseau de télescopes répartis à travers l'Europe. Alors qu'ils s'attendaient à trouver des radiogalaxies typiques projetant des jets à des millions d'années-lumière dans l'espace, ils ont trouvé Alcyone. Cette galaxie se trouvait dans les données des télescopes depuis des années. Mais ses bords s'étendaient si loin que les recherches précédentes les avaient involontairement coupés. C'était comme photographier une montagne sur laquelle vous vous tenez, capturant les rochers à vos pieds sans jamais voir le sommet dans son intégralité. Les 2 lobes radio, composés de plasma surchauffé éjecté du noyau galactique, s'étendaient sur 16 millions d'années-lumière d'un bout à l'autre. À titre de comparaison, vous pourriez aligner 160 galaxies de la Voie lactée, larges de 100 000 années-lumière, sur cette distance. Alcyone a pulvérisé le record précédent détenu par IC 1101, qui atteignait un diamètre d'environ 6 millions d'années-lumière. C'était presque 3 fois plus large que ce que les scientifiques croyaient possible. L'article de découverte, publié dans la revue Astronomy and Astrophysics, a confirmé les mesures, et plusieurs équipes ont corroboré les résultats avec des données indépendantes. Ce n'était pas une erreur. Située à 3 milliards d'années-lumière dans la constellation du Lynx, l'échelle de la galaxie défiait tous les modèles de croissance galactique. Les astronomes l'ont baptisé du nom du géant de la mythologie grecque qui a combattu Hercule. Partie 3. IC 1101. Le sage cosmique et l'héritier du trône. Le nom était parfaitement choisi. Ce titan cosmique fait passer les autres galaxies pour des cailloux. Mais ce qui dérangeait le plus les scientifiques, c'était ceci. Alcyone semblait en tout point ordinaire. Son trou noir central a été mesuré à 400 millions de fois la masse de notre Soleil. Grand, mais pas exceptionnel. La galaxie elle-même contenait environ 240 milliards de fois la masse de notre Soleil. Encore une fois, impressionnant, mais loin de battre des records. D'autres galaxies avec des noyaux et des masses similaires n'atteignaient qu'un dixième de cette taille. Quelque chose a permis à Alcyone de croître bien au-delà des limites normales. Les scientifiques ont des théories sur des environnements de plus faible densité ou des filaments de la toile cosmique alimentant son expansion, mais aucune réponse confirmée n'a encore été trouvée. Qu'est-ce qui permet à une galaxie de devenir si grande alors que d'autres, avec les mêmes caractéristiques, restent petites? La réponse pourrait changer tout ce que nous comprenons sur la formation des structures cosmiques. La lumière parcourt 186 000 miles par seconde. En un an, la lumière parcourt environ 6 billions de miles. Les astronomes appellent cette distance une année-lumière. Maintenant, multipliez ces 6 billions de miles par 16 millions. Ce nombre a tellement de zéros que votre esprit ne peut pas le traiter.
Alcyone s'étend sur une distance d'environ 96 sextillions de milles d'un bout à l'autre. Il faut 23 chiffres pour écrire ce nombre. Laissez-moi vous donner quelque chose que votre cerveau peut réellement visualiser. Si vous pouviez réduire notre galaxie entière à la taille d'une pièce d'1 centime, Alcyone serait plus longue que 4 terrains de football mis bout à bout. Chaque étoile que vous voyez dans le ciel nocturne, chaque nébuleuse, chaque planète, chaque trou noir de notre voisinage cosmique, tout cela comprimé sur une pièce de cuivre. Maintenant, étaler 160 de ces pièces en une seule ligne. Même cette visualisation ne parvient pas à saisir la réalité, car l'espace entre ces pièces resterait vide. De plus, il faudrait 16 millions d'années pour atteindre l'autre extrémité. Il y a 16 millions d'années, les humains n'existaient pas. Nos plus anciens ancêtres étaient encore à des millions d'années de se tenir debout. Lorsque la lumière a commencé son voyage à travers Alcyone, la Terre était peuplée de créatures que nous ne reconnaîtrions pas. Cette lumière voyage encore aujourd'hui, traversant l'intérieur de la galaxie, et continuera pendant des millions d'années avant d'atteindre le côté opposé. La galaxie est située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie que nous voyons Alcyone telle qu'elle était il y a 3 milliards d'années. À cette époque, la surface de la Terre était couverte de bactéries et d'organismes simples. La vie complexe n'avait pas encore évolué. La lumière qui frappe nos télescopes aujourd'hui a quitté Alcyone lorsque l'univers était complètement différent. La galaxie a être changée de façon spectaculaire depuis lors. Elle a pu entrer en collision avec ses voisines, avaler des galaxies plus petites ou changer de position. Nous ne pouvons pas connaître son état actuel. Nous observons son histoire ancienne, figée dans la lumière des étoiles. Les scientifiques mesurent ces distances en utilisant le décalage vers le rouge, qui est l'étirement des ondes lumineuses à mesure que l'espace lui-même se dilate. Plus il y a d'espace entre nous et un objet, plus sa lumière se décale vers des longueurs d'onde rouges. Alcyone présente une valeur de décalage vers le rouge qui la place définitivement dans le cosmos lointain. De multiples mesures ont confirmé cette distance. Les chiffres sont cohérents. Ce n'est pas une erreur de mesure. La galaxie s'étend bien sur 16 millions d'années-lumière. Mais de si grandes distances soulèvent des questions étranges. Peut-on encore appeler une chose aussi étendue une seule galaxie? Où se situent ses véritables frontières? Pendant des décennies, IC 1101 a régné en tant que champion incontesté. Découverte en 1790 par William Herschel, cette galaxie elliptique supergéante se trouvait au cœur de l'amas de galaxies Abell 2029. Son éclat doré la marquait comme une structure remplie d'étoiles anciennes, un sage cosmique. Les astronomes ont mesuré son halo, s'étendant à 2 millions d'années-lumière du noyau. En additionnant les deux côtés, cela donnait à IC 1100 un diamètre d'environ 6 millions d'années-lumière. Rien ne s'en approchait. La galaxie dominait toutes les listes de records cosmiques, la plus grande galaxie par son étendue stellaire, la structure elliptique la plus massive, le plus grand noyau galactique jamais mesuré. Les scientifiques ont écrit des articles analysant ses propriétés pendant 40 ans. Elle est devenue la norme à laquelle toutes les autres galaxies étaient comparées. Lorsque les étudiants apprenaient les structures cosmiques extrêmes, IC 1101 figurait dans tous les manuels. Son règne semblait permanent. Puis Alcyone est apparu et a tout changé. La nouvelle découverte n'a pas seulement battu IC 1101 de peu. Elle a anéanti l'ancien record par un facteur de plus de 2 fois et demi. Imaginez que vous pensiez avoir construit le plus haut bâtiment du monde. Puis vous découvrez que quelqu'un d'autre en a construit un 3 fois plus haut. C'est ce qu'ont ressenti les astronomes. Le changement s'est produit presque du jour au lendemain. Les publications ont dû être mises à jour. Les documentaires sont devenus obsolètes. La hiérarchie cosmique s'est réorganisée en fonction des nouvelles données. Mais IC 1101 n'a pas perdu tous ses records. En termes de contenu stellaire, la galaxie l'emporte toujours. Alcyone s'étend plus loin dans l'espace grâce à ses lobes radiaux. Ce sont des structures faites de plasma et de champs magnétiques plutôt que d'étoiles. IC 1101 contient une concentration plus dense de matière stellaire réelle. Son noyau, mesuré à 13 700 années-lumière de large, reste le plus grand jamais trouvé. Ce noyau seul pourrait engloutir des dizaines de galaxies de notre taille. Son trou noir supermassif central pèse entre 50
et 70 milliards de fois la masse de notre Soleil. C'est l'un des plus lourds connus. La rivalité entre ces deux titans met en lumière un problème en astronomie. Comment mesure-t-on la taille réelle d'une galaxie? Devons-nous compter uniquement les étoiles? Devons-nous inclure le faible halo de lumière qui les entoure? Et qu'en est-il des émissions radio qui s'étendent à des millions d'années-lumière au-delà de la matière visible? Différentes méthodes de mesure produisent différents gagnants. Selon certaines métriques, IC 1101 revendique toujours le trône. Selon d'autres, Alcyone domine complètement. Les deux galaxies partagent une caractéristique troublante. Elles ne devraient pas exister. Les modèles cosmologiques standards peinent à expliquer comment des structures aussi massives ont pu se former dans le temps disponible depuis le Big Bang. Partie 4. Les milliards perdus sur la piste de la masse impossible. L'univers n'a que 8 milliards d'années. Construire quelque chose d'aussi grand nécessite des milliards d'années de croissance continue. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ces monstres cosmiques se sont assemblés, et leur taille impossible est alimentée par quelque chose d'encore plus étrange. IC 1101 contient environ 100 billions d'étoiles. Laissez ce chiffre s'imprégner dans votre esprit. Notre galaxie abrite environ 400 milliards d'étoiles, et nous considérons cela comme énorme. IC 1101 abrite 250 fois plus d'étoiles que tout notre voisinage cosmique. Chaque point de lumière que vous voyez dans le ciel nocturne appartient à notre galaxie. Imaginez maintenant 250 galaxies distinctes de la même taille. Puis compressez-les toutes en une seule structure massive. C'est IC 1100. Essayez de compter jusqu'à 100 billions. Si vous comptiez un nombre par seconde, sans arrêt, sans dormir, sans manger, sans pause, il vous faudrait plus de 3 millions d'années pour finir. Les humains, en tant qu'espèce, n'existent que depuis environ 300 000 ans. Il vous faudrait 10 cycles complets d'évolution humaine juste pour compter les étoiles de cette seule galaxie. La tâche est absurde. Nos cerveaux ne peuvent pas vraiment saisir des nombres aussi grands. Chacune de ces 100 billions d'étoiles abrite potentiellement des planètes. Des estimations prudentes suggèrent que la plupart des étoiles ont au moins une planète. Cela signifie qu'IC 1101 pourrait contenir 100 billions de planètes ou plus. Même si seule une infime fraction de ces planètes pouvait abriter la vie, nous parlons toujours de milliards de mondes possibles. La galaxie pourrait contenir plus de planètes habitables qu'il n'y a eu d'humains sur Terre. Dans IC 1101, des civilisations entières pourraient naître, prospérer et s'effondrer, sans jamais avoir conscience des billions d'autres étoiles qui les entourent. Les étoiles elles-mêmes sont anciennes, la plupart s'étant formées il y a plus de 7 milliards d'années, ce qui les rend presque 2 fois plus vieilles que notre propre Soleil. Elles brûlent avec une lueur jaune dorée provenant de leur forte teneur en métaux. En astronomie, tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène et l'hélium est considéré comme un métal. Ces métaux se sont formés à l'intérieur de générations précédentes d'étoiles qui ont explosé en supernovae, dispersant des éléments lourds dans l'espace. Le fait que les étoiles d'IC 1100 contiennent autant de métaux indique qu'elles se sont formées à partir de matériaux recyclés. Plusieurs générations de vie et de mort d'étoiles les ont précédées. Très peu de nouvelles étoiles se forment dans IC 1101 aujourd'hui. La galaxie a épuisé la plupart de ses réserves de gaz il y a longtemps. La naissance d'étoiles nécessite des nuages de gaz moléculaires froids où la gravité peut attirer la matière pour former de nouvelles étoiles. IC 1101 a converti la quasi-totalité de son gaz en étoiles il y a des milliards d'années. Ce qui reste est une population d'étoiles vieillissantes qui brûlent lentement leur carburant. La galaxie est en train de mourir. Pas morte, mais elle s'estompe. Dans quelques milliards d'années, les étoiles les plus faibles s'éteindront les premières, et la galaxie deviendra plus sombre. Mais cette galaxie mourante continue de dévorer. Elle capture les galaxies plus petites qui s'approchent trop près, aspirant leurs étoiles et les ajoutant à sa collection. La croissance par cannibalisme maintient IC 1101 en vie, même si sa propre formation d'étoiles est tombée à zéro. Et la force qui contrôle tous ces billions d'étoiles attend dans l'obscurité, en son centre même. Partie 5. Le sommeil doré des étoiles, la couleur évanescente d'IC 1101. La couleur vient des étoiles elles-mêmes, et ces étoiles sont anciennes. Les étoiles brûlent par fusion nucléaire, convertissant l'hydrogène en hélium dans leur noyau.
Ce processus libère l'énergie que nous voyons sous forme de lumière stellaire. La température et la composition d'une étoile déterminent sa couleur. Les jeunes étoiles chaudes brûlent en bleu-blanc. Les étoiles d'âge moyen, comme la nôtre, apparaissent jaunes. Les étoiles plus âgées brillent en rouge ou en orange. Lorsque vous combinez la lumière de billions d'étoiles, la couleur globale vous indique l'âge moyen de la population stellaire. IC 1101 apparaît jaune doré, parce que la plupart de ces étoiles sont des étoiles jaunes d'âge moyen, mélangées à de vieilles géantes, rouges et oranges. Il y a très peu de jeunes étoiles bleues. La formation d'étoiles a pratiquement cessé il y a des milliards d'années, lorsque la galaxie a épuisé ses réserves de gaz. Les étoiles restantes ont vieilli depuis lors. À mesure que les étoiles bleues massives ont brûlé leur carburant et explosé, elles n'ont laissé derrière elles que les étoiles plus petites et à plus longue durée de vie. Ces étoiles plus froides dominent la lumière de la galaxie, lui donnant cet aspect doré caractéristique. Les étoiles contiennent également de fortes concentrations de métaux. En termes astronomiques, les métaux désignent tout élément plus lourd que l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments se sont formés à l'intérieur de générations précédentes d'étoiles massives. Lorsque ces étoiles ont explosé en supernovae, elles ont dispersé les métaux dans l'espace. De nouvelles étoiles se sont formées à partir de ce gaz enrichi, incorporant les métaux dans leur composition. Une teneur élevée en métaux affecte la façon dont les étoiles vieillissent et les couleurs qu'elles produisent. Cela indique également que les étoiles sont formées de matériaux fortement traités et recyclés à plusieurs reprises au cours de cycles de vie stellaires. Les galaxies elliptiques, comme IC 1101, se forment par des processus violents, contrairement aux galaxies spirales, qui se développent lentement par accrétion régulière de gaz. Les elliptiques se forment principalement par fusion. Lorsque deux galaxies spirales entrent en collision, leur rotation ordonnée est perturbée. La collision déclenche une formation d'étoiles intense lorsque les nuages de gaz s'entrechoquent. Cette phase de flambée d'étoiles crée des millions d'étoiles bleues massives en un temps relativement court. Mais les étoiles massives brûlent rapidement. En quelques centaines de millions d'années, elles meurent toutes, ne laissant derrière elles que les étoiles rouges et jaunes à longue durée de vie que nous voyons aujourd'hui. L'aspect lisse provient des orbites stellaires aléatoires. Dans les galaxies spirales, les étoiles se déplacent selon des schémas organisés autour du centre galactique, formant des structures distinctes comme des bras et des barres. Dans les galaxies elliptiques, les orbites stellaires pointent dans des directions aléatoires. Certaines étoiles orbitent dans le sens des aiguilles d'une montre, d'autres dans le sens inverse. Certaines suivent des trajectoires elliptiques, d'autres traversent le noyau. Ce chaos produit une distribution de lumière lisse, sans structure visible. La galaxie a le même aspect sous tous les angles. Observer IC 1101, c'est comme regarder un fantôme. La lumière qui nous parvient a quitté cette galaxie il y a plus d'1 milliard d'années. Nous la voyons telle qu'elle apparaissait dans le passé lointain, brillant de l'éclat combiné de 100 billions d'étoiles mourantes. Quelque part dans cette brume dorée, il pourrait y avoir des planètes en orbite autour de ces étoiles anciennes. Être y a-t-il des civilisations là-bas, regardant leur ciel nocturne rempli de lumière stellaire antique. Mais sous cette apparence sereine se cache quelque chose de monstrueux, quelque chose qui définit l'existence même de la galaxie. En 2017, des astronomes utilisant les données du télescope spatial Hubble ont fait une mesure troublante. Le noyau d'IC 101, la région centrale où la densité d'étoiles est la plus élevée, mesure 13 700 années-lumière de large. Cela en fait le plus grand noyau galactique jamais observé. Pour comprendre à quel point c'est grand, rappelez-vous que notre galaxie entière mesure 100 000 années-lumière de large. Le noyau d'IC 1101 est à lui seul plus grand que de nombreuses galaxies naines. Les noyaux galactiques mesurent généralement quelques milliers d'années-lumière de large au maximum. Les grandes galaxies elliptiques ont généralement des noyaux de 3000 à 5000 années-lumière de diamètre. Tout ce qui dépasse 10 000 années-lumière est considéré comme exceptionnellement inhabituel. Le noyau d'IC 1101 dépasse ce seuil de 37%. Cette taille défie les modèles de formation standard. Quelque chose d'étrange s'est produit dans l'histoire de cette galaxie pour créer une région centrale aussi massive. Les scientifiques ont une théorie, mais elle implique un événement cataclysmique si violent qu'il défie l'entendement. Lorsque deux galaxies massives fusionnent,
Leurs trous noirs supermassifs centraux sombrent vers le centre de la nouvelle galaxie. Pendant des millions d'années, ils orbitent l'un autour de l'autre, se rapprochant lentement par l'émission d'ondes gravitationnelles et la friction dynamique. Finalement, ils atteignent le dernier parsec, une distance d'environ 3 années-lumière où la fusion devient inévitable. Les trous noirs entrent en collision et fusionnent en une fraction de seconde, libérant plus d'énergie que toutes les étoiles de la galaxie réunies. Cette fusion libère des ondes gravitationnelles qui expulsent les étoiles du noyau. Imaginez que vous laissiez tomber un rocher dans un étang. L'éclaboussure initiale projette de l'eau vers l'extérieur. De même, la fusion des trous noirs envoie des ondes gravitationnelles qui se propagent à travers le noyau de la galaxie, éjectant les étoiles loin du centre. Ce processus, appelé recul des ondes gravitationnelles, peut vider les régions centrales d'une galaxie. Les étoiles éjectées se réinstallent dans une distribution plus grande et plus diffuse, formant un noyau surdimensionné. Le noyau massif d'IC1100 suggère que son trou noir central s'est formé par des dizaines, voire des centaines de fusions au cours de milliards d'années. Chaque fusion a expulsé des étoiles, creusant progressivement le centre et gonflant le noyau jusqu'à sa taille actuelle. Le déficit de masse stellaire, la quantité de matière stellaire manquante par rapport à là où elle devrait être, est mesurée à environ 490 milliards de fois la masse de notre Soleil. Cette matière manquante a été redistribuée dans la structure élargie du noyau. Le noyau n'est pas vide, il contient toujours des étoiles, mais elles sont réparties sur un volume beaucoup plus grand que prévu. La densité d'étoiles est en fait assez faible par rapport au noyau galactique typique. Si vous vous teniez sur une planète en orbite autour d'une étoile dans le noyau d'IC1101, vous verriez beaucoup moins d'étoiles dans votre ciel nocturne que nous n'en voyons depuis la Terre. La faible densité du noyau signifie que la distance moyenne entre les étoiles est beaucoup plus grande. Les collisions entre étoiles ne se produisent presque jamais. Même avec des millions d'étoiles entassées dans la même région, mesurer le noyau avec précision a nécessité des observations incroyablement détaillées. Hubble a capturé des images montrant comment la lumière des étoiles est distribuée dans les régions centrales de la galaxie. En appliquant des modèles mathématiques à ces profils de luminosité, les astronomes ont déterminé où le noyau se termine et où le corps principal de la galaxie commence. Les mesures étaient cohérentes sur plusieurs longueurs d'onde. Le noyau atteint bien un rayon de 13 700 années-lumière. Et au centre même de ce vaste noyau, le trou noir attend 70 milliards de fois la masse de notre Soleil, comprimé dans une région plus petite que notre système solaire. Le contraste est stupéfiant. Pourtant, le noyau d'IC1101 n'est pas la chose la plus étrange à propos de ces monstres cosmiques. Partie 6. Le royaume des trous noirs. Le vortex central d'IC1101. Au cœur d'IC1101 se trouve quelque chose que la physique dit ne pas devoir être possible. Un trou noir pesant entre 50 et 70 milliards de fois la masse de notre Soleil. Pour mettre cela en perspective, le trou noir au centre de notre galaxie pèse environ 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Le monstre d'IC101 est 17 000 fois plus lourd. Si vous remplaciez le trou noir de notre galaxie par celui d'IC1101, l'effet gravitationnel s'étendrait jusqu'à la moitié de notre galaxie, déchirant les étoiles et déformant l'espace de manière à rendre la vie impossible. Les trous noirs se forment lorsque des étoiles massives s'effondrent. Un trou noir stellaire typique pèse entre 5 et 50 fois la masse de notre Soleil. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies sont des millions à des milliards de fois plus lourds. Les scientifiques pensent que ces géants se développent en engloutissant du gaz, de la poussière et des étoiles sur des milliards d'années. Ils fusionnent également lorsque les galaxies entrent en collision, combinant leurs masses pour former des monstres encore plus grands. Ce processus explique la plupart des trous noirs supermassifs que nous observons. Mais le trou noir d'IC1101 se situe près de la limite supérieure théorique. Les cosmologistes ont calculé les masses maximales possibles des trous noirs en fonction de l'âge de l'univers et de la quantité de matière disponible. Ces calculs suggèrent que les trous noirs ne peuvent pas dépasser de beaucoup 100 milliards de fois la masse de notre Soleil avant de manquer de nourriture. Le trou noir d'IC1101 a déjà atteint la moitié de cette limite. Les scientifiques le qualifient d'ultramassif. Il a grandi trop vite, trop grand, et ils ne peuvent pas expliquer complètement comment.
Le trou noir alimente une source radio massive cataloguée sous le nom de PKS 1508059. Cela signifie que le trou noir se nourrit activement. À mesure que la matière tombe vers l'horizon des événements, elle atteint des vitesses incroyables, chauffe et émet des radiations. Une partie de cette matière ne franchit jamais l'horizon des événements. Au lieu de cela, de puissants champs magnétiques la canalisent en deux jets étroits perpendiculaires au disque d'accrétion. Ces jets, se déplaçant à 98% de la vitesse de la lumière, transportent de l'énergie dans l'espace sur des millions d'années-lumière. Le trou noir consomme environ 450 fois la masse de notre Soleil chaque année. C'est plus d'une masse solaire entière par jour. D'où vient toute cette matière? Le noyau de la galaxie contient de vastes nuages de gaz, mais aussi toutes les étoiles qui s'approchent trop près. La gravité du trou noir les déchire dans un processus appelé spaghettification. L'étoile est étirée en un long flux de matière qui s'enroule en spirale dans le disque d'accrétion du trou noir. Ce processus libère une quantité énorme d'énergie, visible sur tout le spectre électromagnétique. L'observation directe de ce trou noir est impossible. Il se trouve à plus d'1 milliard d'années-lumière et les trous noirs eux-mêmes n'émettent pas de lumière. Nous les détectons par leurs effets sur la matière environnante et par des mesures gravitationnelles. Les scientifiques étudient le mouvement des étoiles près du noyau et calculent la masse centrale en fonction de leur vitesse. Les chiffres indiquent constamment quelque chose d'inconcevablement dense et massif. Mais si ce trou noir dérange les scientifiques, ce que fait le moteur central d'Alcyone vous terrifiera. Alcyone existe à des longueurs d'onde que vos yeux ne peuvent pas voir. Si vous pointiez le télescope optique le plus puissant vers son emplacement, vous trouveriez une faible galaxie elliptique d'apparence tout à fait ordinaire. Rien dans son aspect visible n'indique quelque chose d'inhabituel. La vraie nature d'Alcyone ne se révèle que lorsque vous regardez dans les longueurs d'onde radio, le même type d'onde que la radio de votre voiture capte mais à des fréquences différentes. Ce qui émerge dans ces images radio change tout. Deux lobes massifs s'étendent des côtés opposés de la galaxie. Ces structures brillent intensément dans les observations radio, chacune s'étendant sur 8 millions d'années-lumière dans l'espace. Les lobes se forment lorsque des jets de plasma surchauffé sont lancés des pôles du trou noir à une vitesse proche de celle de la lumière. À mesure que ces jets se déplacent vers l'extérieur, ils traversent le gaz ténu entre les galaxies. Finalement, ils ralentissent, se déployant en d'immenses nuages de particules et de champs magnétiques. Ces nuages émettent des ondes radio par un processus appelé rayonnement synchrotron. Le rayonnement synchrotron se produit lorsque des électrons spiralent à des vitesses relativistes autour des lignes de champ magnétique. Les électrons perdent de l'énergie en émettant des photons, principalement dans les longueurs d'onde radio. Ce processus est incroyablement efficace, nous permettant de détecter ces lobes à des milliards d'années-lumière. La puissance radio totale émise par Alcyone est mesurée à environ 100 millions de watts. Ce nombre comporte 26 chiffres. Cela représente plus de puissance que des billions d'étoiles réunies. Le télescope à réseau basse fréquence a détecté Alcyone en balayant le ciel à des fréquences comprises entre 120 et 168 MHz. Ces basses fréquences traversent la poussière et révèlent des structures invisibles à d'autres instruments. Le réseau de télescopes s'étend sur plusieurs pays, avec des stations individuelles aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en France et dans plusieurs autres pays européens. En combinant les signaux de toutes ces stations, les astronomes ont créé un télescope virtuel de plusieurs milliers de kilomètres de large. Cette technique, appelée interférométrie, permet une résolution impossible à obtenir avec un seul instrument. L'équipe de découverte a traité des pétaoctets de données à la recherche de radiogalaxies géantes. Ils ont trouvé des dizaines de grandes structures, mais Alcyone s'est démarqué. Ses lobes s'étendaient si loin que les études précédentes les avaient manqués parce qu'ils dépassaient leur champ de vision. Imaginez que vous essayez de photographier une baleine alors que vous ne pouvez capturer que quelques pieds à la fois. Les observations précédentes avaient vu le centre de la galaxie et des parties des jets, mais ne les avaient jamais associés aux lobes distants. L'image complète n'est apparue que lorsque les astronomes ont pris du recul et ont regardé une région du ciel beaucoup plus large. Les radiogalaxies, comme Alcyone, sont relativement courantes. Les astronomes en ont catalogué des milliers,
mais la plupart ne mesurent que quelques centaines de milliers d'années-lumière de large. En trouver une de 16 millions d'années-lumière a choqué tout le monde. La découverte a prouvé que les modèles actuels de croissance des radiogalaxies sont incomplets. Mais Alcyone ne reste pas paisiblement dans l'espace. Elle se nourrit, elle consomme, elle grandit en dévorant tout ce qui l'entoure. Les galaxies ne sont pas des îles isolées, elles se regroupent en groupes liés par la gravité, se déplaçant dans l'espace comme des bancs de poissons. Les plus grandes galaxies se trouvent au centre des amas, grandissant en consommant leurs voisines. Ce processus se déroule en permanence dans tout l'univers. Les petites galaxies s'approchent trop près des géantes. La gravité les attire et elles sont déchirées. Leurs étoiles sont dispersées dans le halo de la plus grande galaxie. Les astronomes appellent cela le cannibalisme galactique. Et IC 1101 et Alcyone le pratiquent toutes les deux. IC 1101 se trouve au centre de l'amas de galaxies Abell 2029, une collection massive de milliers de galaxies liées entre elles. L'amas mesure environ 15 millions d'années-lumière de large et IC 1101 domine son noyau. Des galaxies plus petites orbitent autour d'elle comme des planètes autour d'une étoile. Au cours de milliards d'années, certaines de ces petites galaxies dérivent vers l'intérieur. À mesure qu'elles s'approchent d'IC 1101, les forces de marée les étirent. Les étoiles du côté le plus proche d'IC 1101 ressentent une gravité plus forte que les étoiles du côté opposé. Cette différence déchire la galaxie lambeau par lambeau. Le processus n'est pas rapide. Une galaxie peut survivre à des dizaines de passages à travers un noyau d'amas avant d'être finalement complètement dissoute. Chaque passage arrache plus d'étoiles, les laissant dispersées dans de longues queues de marée de centaines de milliers d'années-lumière. Finalement, il ne reste de la galaxie d'origine que des étoiles qui orbitent désormais dans l'immense halo d'IC 1101. Les trous noirs centraux des galaxies dévorées sombrent vers le noyau d'IC 1101 où ils fusionnent avec le trou noir supermassif central. Cette fusion ajoute de la masse et pourrait expliquer pourquoi le trou noir d'IC 1101 est si grand. Alcyone se nourrit également de ses voisines. Sa position dans la toile cosmique la place le long d'un filament de matière noire qui relie les amas de galaxies. Ces filaments agissent comme des autoroutes, canalisant les petites galaxies vers les grandes structures. Lorsque les galaxies s'écoulent le long de ces courants de matière noire, certaines rencontrent Alcyone. La gravité du géant les capture. Pendant des millions d'années, ces galaxies capturées perdent de l'énergie par un processus appelé friction dynamique, où leur mouvement à travers le gaz et la matière noire de l'amas les ralentit. Elles spiralent vers l'intérieur et fusionnent finalement avec la galaxie centrale. La preuve des fusions passées est visible dans la structure d'IC 1101. Le noyau massif et diffus de la galaxie s'est formé par la collision et la fusion de centaines ou de milliers de petites galaxies au cours de milliards d'années. Chaque fusion a chauffé la population stellaire, faisant bouger les étoiles plus rapidement et étalant la masse de la galaxie sur un plus grand volume. Le résultat est une structure gonflée et diffuse de très faible densité par rapport aux galaxies spirales. IC 1101 contient 100 billions d'étoiles, mais elles sont si dispersées que de vastes régions de la galaxie restent presque vides. Le halo galactique s'étend à 2 millions d'années-lumière du noyau, rempli d'étoiles anciennes, arrachées à des galaxies mortes depuis longtemps. Ces étoiles errent dans l'obscurité entre les amas de galaxies, orphelines de leur foyer cosmique détruit. Elles n'éclairent rien, elles ne chauffent rien, elles dérivent dans le vide, monument à la fin violente de leur galaxie, et leur couleur raconte une histoire sur le temps lui-même. Lorsque vous observez IC 1101 avec un télescope, vous voyez une douce lueur dorée. Pas de bras spiraux, pas de bandes de poussière, pas de région bleue de formation d'étoiles, juste une boule de lumière jaunâtre, lisse et sans relief, qui s'estompe progressivement dans l'obscurité. Cette apparence révèle l'âge et l'histoire de la galaxie. Partie 7. Les jets d'Alcyone. L'incendie au-delà de la vitesse de la lumière. L'énergie cinétique totale dans les jets d'Alcyone dépasse la production d'énergie de toutes les étoiles de sa galaxie haute au cours du dernier milliard d'années. Le trou noir seul, par ses jets, déverse plus d'énergie dans l'espace qu'une galaxie entière en pleine fusion nucléaire. Cela fait des noyaux galactiques actifs, comme Alcyone certains des phénomènes les plus énergétiques de l'univers, après les supernovae les plus puissantes et les sursauts gamma. Mais nous voyons tout cela depuis un passé de plusieurs milliards d'années. La lumière et les ondes radio que nous détectons aujourd'hui ont quitté Alcyone
il y a 3 milliards d'années. À quoi ressemble cette galaxie en ce moment? Nous ne pouvons pas le savoir. La lumière d'Alcyone qui entre dans votre télescope a commencé son voyage il y a 3 milliards d'années. À cette époque, la Terre ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. La vie multicellulaire existait, mais à peine. Les océans abritaient des bactéries, des algues et des organismes simples. Rien ne vivait sur la terre ferme, à l'exception des tapis microbiens. Pas de plantes, pas d'animaux, pas d'insectes. L'atmosphère contenait moins d'oxygène qu'aujourd'hui. Si vous vous teniez sur cette terre antique et que vous regardiez le ciel, vous suffoqueriez en quelques minutes. Pendant que cette lumière voyageait vers nous, la Terre s'est transformée. Les premières plantes ont colonisé la Terre il y a environ 500 millions d'années. Les premiers vertébrés ont rampé sur le rivage il y a 400 millions d'années. Les dinosaures sont apparus et ont disparu. Les mammifères ont évolué. Les primates sont apparus. Les humains ont développé la civilisation, inventé l'écriture, construit des villes et créé des télescopes capables de détecter les ondes radio de sources cosmiques à des milliards d'années-lumière. Tout cela s'est produit pendant que la lumière d'Alcyone traversait l'espace entre nous. L'espace lui-même s'est dilaté au cours de ces 3 milliards d'années. L'univers n'est pas statique. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à mesure que l'espace s'étire. Cette expansion affecte la lumière qui le traverse. À mesure que l'espace se dilate, les ondes lumineuses s'étirent également, se décalant vers des longueurs d'onde plus rouges. Les astronomes mesurent ce décalage vers le rouge pour déterminer à quelle distance se trouvent les objets. Alcyone a une valeur de décalage vers le rouge de 0,25, ce qui signifie que les longueurs d'onde de sa lumière ont augmenté de 25% au cours de leur voyage. Les ondes radio que nous détectons ne sont pas aux mêmes fréquences que celles qui ont été émises. Elles ont été étirées au cours de leur voyage et sont arrivées à des longueurs d'onde plus longues qu'au départ. Ce décalage temporel crée un problème fondamental. Nous ne pouvons pas voir Alcyone telle qu'elle existe maintenant. Nous observons son passé, figé dans une lumière ancienne. La galaxie a pu être changée de façon spectaculaire depuis que cette lumière a commencé son voyage. Elle a pu fusionner avec ses voisines, doublant sa taille. Son trou noir central a pu être consommé tellement de matière que les jets radio se sont éteints. Peut être qu'une autre galaxie est entrée en collision avec elle, déclenchant une flambée de formation d'étoiles qui a changé son apparence. Il n'y a aucun moyen de le savoir. La même chose est vraie pour IC 1101. Cette galaxie se trouve à 1,04 milliard d'années-lumière. La lumière que nous voyons est partie à une époque où la Terre était dans l'ère mésoprotérozoïque, une époque de vie simple et de continents stériles. Il y a plus d'1 milliard d'années de changement potentiel entre l'IC 1101 que nous observons et son apparence actuelle. Pour ce que nous en savons, IC 1101 a pu être fusionné avec une autre galaxie supergéante et semble maintenant encore plus grande. Ou peut être elle était disloquée par une rencontre rapprochée avec une autre structure massive. Les possibilités sont infinies. Cette déconnexion entre l'observation et la réalité frustre les astronomes. Ils veulent étudier les galaxies telles qu'elles existent maintenant, pas telles qu'elles apparaissaient dans le passé lointain. Mais la vitesse de la lumière impose une limite absolue. L'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Si Alcyone explosait soudainement aujourd'hui, nous n'en saurions rien avant 3 milliards d'années. L'univers impose une limite de vitesse cosmique et la distance crée un décalage temporel que nous ne pouvons pas surmonter. Chaque objet lointain que vous observez avec un télescope est un fantôme, une image rémanente, un enregistrement historique. Plus vous regardez loin, plus vous remontez dans le temps. Partie 8. Les orphelins des étoiles. L'histoire de la lumière intragroupe. La lumière intragroupe nous renseigne sur l'histoire violente des amas de galaxies. Elle enregistre toutes les rencontres rapprochées, les fusions et les événements d'arrachement par effet de marée qui se sont produits sur des milliards d'années. En mesurant la quantité de lumière intragroupe et sa distribution, les astronomes reconstituent l'histoire des fusions des amas. Plus de lumière intragroupe indique des interactions plus violentes. Moins de lumière suggère une évolution plus calme avec moins de perturbations. Les futures études approfondies cartographieront la lumière intragroupe dans des milliers d'amas, révélant des schémas sur la façon dont les galaxies évoluent dans différents environnements. Cela affinera les modèles de formation des galaxies,
et aidera à prédire quel type de structure pourrait exister dans l'univers lointain que nous ne pouvons pas encore observer. Mais mesurer ces faibles lueurs exige que les astronomes résolvent des problèmes techniques difficiles sur la fin réelle des galaxies. Comment mesurez-vous quelque chose sans bordure nette? Les galaxies s'estompent progressivement en s'éloignant de leur centre. À un certain point, la lumière des étoiles devient si faible qu'elle se fond dans le ciel de fond. Le choix de l'endroit où vous définissez la limite de la galaxie détermine sa taille mesurée. Différents astronomes utilisant différentes techniques obtiennent des réponses différentes. Cela rend la comparaison des tailles de galaxies étonnamment difficile et controversée. Les mesures optiques utilisent généralement des limites de brillance de surface. Les astronomes définissent le bord de la galaxie comme le rayon où la brillance de surface tombe en dessous d'un certain seuil, généralement 25 magnitudes par seconde d'arc carré en lumière visible. Cela correspond à environ 1 sur 110 millionième de la luminosité du ciel nocturne entre les étoiles. À cette limite, la lumière de la galaxie devient trop faible pour être distinguée des sources de fond. Selon cette métrique, IC 1101 mesure environ 6 millions d'années-lumière de large. Mais cette mesure manque le faible halo externe de la galaxie. Des observations plus profondes avec des expositions plus longues révèlent des étoiles s'étendant beaucoup plus loin. Certaines études tracent le halo d'IC 1101 jusqu'à 8 millions d'années-lumière ou plus. Quelle mesure est la bonne? Les deux, en un sens, elles définissent simplement la taille de la galaxie différemment. C'est comme demander quelle est la taille d'une ville. Mesurez-vous le noyau urbain dense, les banlieues, ou toute la zone métropolitaine? Chacun donne une réponse valide, mais différente. Les mesures radio-dalcionnées sont confrontées à des défis similaires. Les lobes radio s'estompent progressivement sur leur bord. Décider où ils se terminent nécessite de choisir un seuil de densité. Différents seuils donnent des tailles différentes. La mesure de 16 millions d'années-lumière représente la distance entre les émissions radiodétectables les plus externes sur les côtés opposés, mais des émissions plus faibles pourraient s'étendre plus loin, en dessous des limites de détection actuelles. De futures observations plus sensibles pourraient révéler que les lobes sont encore plus grands. Les mesures de masse offrent une autre façon de définir la taille d'une galaxie. Le rayon virial marque la distance à laquelle l'influence gravitationnelle de la galaxie commence à être dominée par l'amas environnant ou la toile cosmique. La matière à l'intérieur du rayon virial est gravitationnellement liée à la galaxie. La matière à l'extérieur ne l'est pas. Selon cette définition, IC 1101 seconde étend sur plusieurs millions d'années-lumière et contient une énorme quantité de matière noire, invisible sur les images optiques. Le problème s'étend au-delà des galaxies individuelles. Où se termine un amas de galaxies? Où passe T, îlot filament de la toile cosmique qui relie les amas? Ces frontières restent floues et sujettes à débat. Les astronomes doivent faire des choix quelque peu arbitraires sur l'endroit où tracer les lignes dans des distributions naturellement continues. Malgré ces défis, les mesures ne sont pas dénuées de sens. Elles fournissent des comparaisons cohérentes tant que tout le monde utilise la même méthodologie. Dire qu'IC 1101 est plus grande que notre galaxie reste vrai, peu importe où vous définissez précisément la limite. Le rapport reste à peu près constant. Alcyone est vraiment plus grande que les autres radiogalaxies selon toute norme de mesure raisonnable. Le chiffre de 16 millions d'années-lumière peut être approximatif, mais il représente fidèlement le fait que cette galaxie surpasse toutes les autres. L'amélioration des mesures nécessite de meilleurs outils. Des observations plus profondes révèlent des structures plus faibles. Une résolution plus élevée montre plus de détails. Les futurs télescopes affineront notre compréhension de la fin réelle de ces galaxies géantes, mais une certaine ambiguïté subsistera toujours. La nature fournit rarement des frontières nettes, la réalité existe en nuances de gris, pas en lignes bien définies, et à l'intérieur de ces structures massives aux limites floues se trouvent des possibilités qui défient l'imagination. IC 1101 contient 100 billions d'étoiles. Des estimations prudentes suggèrent que la plupart des étoiles abritent au moins une planète. Cela signifie qu'IC 1101 contient probablement 100 billions de planètes, ou plus. Même si une planète sur 1 million pouvait abriter la vie, cela laisserait encore 100 milliards de mondes potentiellement habitables. La galaxie pourrait abriter plus de planètes porteuses de vie qu'il n'y a jamais eu d'humains sur Terre. Les implications sont stupéfiantes.
Considérez le temps disponible. Les étoiles d'IC 1101 ont plus de 7 milliards d'années. La vie sur Terre est apparue il y a environ 3-7 milliards d'années. Les civilisations sur les planètes en orbite autour des étoiles d'IC 1101 auraient pu avoir 7 milliards d'années pour se développer. Pour le contexte, et les humains ont évolué sous une forme reconnaissable il y a seulement 300 000 ans. L'histoire écrite ne couvre que 5 000 ans. Que pourrait accomplir une civilisation en 7 milliards d'années? La question dépasse l'entendement humain. De telles civilisations pourraient s'être étendues à travers leur galaxie. S'ils maîtrisaient le voyage interstellaire et s'étendaient vers l'extérieur ne serait-ce qu'à 1% de la vitesse de la lumière, ils auraient pu coloniser la galaxie entière en moins de 100 millions d'années. Avec des milliards d'années disponibles, des centaines de civilisations différentes auraient pu émerger, s'étendre, se rencontrer et construire des structures à l'échelle galactique. IC 1101 pourrait abriter des civilisations que nous percevrions comme des dieux. Leur technologie serait si avancée qu'elle semblerait magique. Ou peut être que l'intelligence est extraordinairement rare. Peut être qu'IC 1101 contient des billions de mondes stériles où la vie n'est jamais apparue, ou est apparue mais n'a pas développé de complexité, ou a développé de la complexité mais n'a pas atteint l'intelligence. Nous n'avons qu'un seul point de données, la Terre. Nous ne savons pas si la vie est courante ou rare. Nous ne savons pas si l'intelligence est inévitable ou presque impossible. IC 1101 pourrait être pleine de vie ou complètement morte. L'âge de la galaxie pose un autre défi pour la vie. La plupart des étoiles d'IC 1101 se sont formées il y a des milliards d'années. Elles vieillissent. Les plus massives sont déjà mortes, explosant en supernovae. Les étoiles restantes continueront à brûler pendant des milliards d'années, mais finiront par mourir aussi. Aucune nouvelle étoile ne se forme pour les remplacer. Toute civilisation dans IC 1101 doit faire face au fait que ces étoiles sont en train de mourir et qu'il n'y a pas d'étoiles plus jeunes à proximité. Ils pourraient potentiellement migrer entre les étoiles, passant à des systèmes plus jeunes à mesure que les plus anciens s'éteignent. Avec des milliards d'étoiles disponibles, même une galaxie qui a cessé de former de nouvelles étoiles, il y a des milliards d'années, offre d'immenses opportunités. Mais cela nécessite une technologie bien au-delà de nos capacités actuelles. Nous pouvons à peine lancer des sondes jusqu'au bord de notre système solaire. Le voyage interstellaire reste théorique. Pourtant, avec des milliards d'années, de tels défis pourraient devenir triviaux. La communication à travers IC 1100 impose des problèmes intéressants. La galaxie mesure des millions d'années-lumière de large. Un message envoyé d'un côté mettrait des millions d'années à atteindre l'autre. Au moment où vous recevriez une réponse, des millions d'années se seraient écoulées. Des civilisations naissent et meurent pendant le délai de communication. Cela rend la conversation en temps réel impossible. Toute interaction ressemblerait plus à laisser des messages pour des descendants lointains qu'à discuter avec des contemporains. La taille de 6 millions d'années-lumière d'Alcyone rend la communication encore plus improbable. Si des civilisations existaient aux extrémités opposées des lobes radiaux, elles n'auraient jamais connaissance les unes des autres. Le temps de trajet de la lumière dépasse la durée de vie typique des étoiles et peut être des civilisations elles-mêmes. Ces structures massives nous obligent à affronter des questions profondes sur notre place dans le cosmos. Sommes-nous seuls? L'intelligence est-elle courante ou rare? Si la vie est courante, pourquoi n'avons-nous détecté aucune preuve? Ces questions, collectivement appelées le paradoxe de Fermi, deviennent encore plus déroutantes lorsque l'on considère des galaxies comme IC 1101. Avec autant d'étoiles et autant de temps, où est tout le monde? La réponse pourrait être plus simple que nous ne le pensons. Peut être que nous vivons simplement dans un univers où la prochaine découverte record est toujours à venir. Alcyone détient le record actuel à 16 millions d'années-lumière. IC 1101 contient 100 billions d'étoiles. Ces mesures représentent les plus grandes structures que nous ayons trouvées jusqu'à présent. Mais l'univers est vaste et nos recherches restent incomplètes. La majeure partie du ciel n'a jamais été observée avec la sensibilité nécessaire pour détecter des structures comme Alcyone. Quelque part, quelque chose de plus grand attend. Les relevés radio n'ont cartographié qu'une fraction du ciel.
Le réseau basse fréquence qui a découvert Alcyone s'est concentré sur le ciel boréal, laissant l'hémisphère sud moins exploré. D'autres radiogalaxies pourraient s'étendre encore plus loin, mais n'ont pas été détectées parce qu'elles se trouvent dans des régions non encore étudiées. À mesure que les télescopes deviendront plus sensibles et les relevés plus complets, des structures plus grandes émergeront des données. Les relevés optiques sont confrontés à des limitations similaires. L'observation du faible halo externe d'IC1100 a nécessité des expositions extrêmement profondes, du type qui n'existe que pour une petite fraction des galaxies connues. La plupart des galaxies n'ont que des observations superficielles qui capturent le noyau brillant mais manquent le halo étendu. Des relevés plus profonds pourraient révéler que de nombreuses grandes galaxies elliptiques sont en fait plus grandes qu'on ne le mesure actuellement. IC 1101 pourrait perdre son record de taille stellaire une fois que les astronomes auront observé d'autres supergéantes avec une sensibilité similaire. L'univers contient environ 2 billions de galaxies dans le volume observable. Nous en avons étudié en détail peu, être quelques millions, ce qui laisse plus de 1 999 milliards de galaxies à peine explorées. Des arguments statistiques suggèrent que si l'univers est assez grand et les relevés assez incomplets, des structures plus grandes doivent exister. Nous ne les avons tout simplement pas encore trouvées. Les détenteurs de records actuels pourraient ne pas représenter les extrêmes réels, mais simplement des exemples à peine supérieurs à la moyenne. Les futurs télescopes révolutionneront notre perception des structures cosmiques. Le Square Kilometre Array détectera des radiogalaxies sur tout le ciel avec une sensibilité sans précédent. Le télescope spatial James Webb, déjà en service, regarde plus profondément dans l'univers lointain que n'importe quel instrument précédent. Le télescope extrêmement grand, en construction au Chili, aura un miroir de 39 mètres, capturant plus de lumière que n'importe quel télescope optique existant. Ces instruments trouveront des structures qui feront paraître Alcyone et IC 1101 petites. Mais il existe des limites théoriques. Les galaxies ne peuvent pas devenir arbitrairement grandes. L'âge de l'univers et l'accélération de l'énergie noire imposent des tailles maximales. Les simulations informatiques suggèrent que les structures de plus de 20 à 30 millions d'années-lumière deviennent improbables. Au-delà de cette échelle, l'expansion éloigne la matière plus rapidement que la gravité ne peut l'assembler. Alcyone, à 6 millions d'années-lumière, approche de cette limite théorique. Trouver quelque chose de beaucoup plus grand remettrait en question notre compréhension de la formation des structures cosmiques. Pourtant, les scientifiques se sont déjà trompés. Chaque fois que nous pensons avoir trouvé la limite, la nature nous a surpris. Les trous noirs se sont avérés plus massifs que la théorie ne le prédisait. Les galaxies se sont formées plus tôt que les modèles ne le suggéraient. L'univers a continué à révéler des phénomènes qui nous ont forcés à revoir notre pensée. Alcyone et IC 1101 repoussent déjà les limites théoriques. Peut être que quelque chose se trouve au-delà de ces limites, quelque chose de si extrême qu'il faudrait une nouvelle physique pour l'expliquer. La recherche continue. De nouveaux télescopes s'ouvrent, de nouveaux relevés commencent. Les astronomes traitent des pétaoctets de données à la recherche d'anomalies, d'exceptions et de records. Chaque année apporte des découvertes qui remodèlent notre compréhension. La plus grande galaxie jamais trouvée n'est que la plus grande galaxie jamais trouvée jusqu'à présent. Et lorsque ce record tombera, lorsqu'une chose encore plus grande émergera des données des télescopes, nous devrons une fois de plus étendre notre imagination pour englober des échelles que nous pensions impossibles. Nous mesurons l'incommensurable, nous comptons l'innombrable, nous cartographions l'infini. Ces structures géantes nous rendent humbles, nous rappelant que peu importe ce que nous apprenons, l'univers attend toujours avec quelque chose de plus grand, de plus étrange et de plus impossible juste au-delà de la limite de nos connaissances. La plus grande galaxie que nous ayons découverte est plus grande que votre imagination. Mais votre imagination devra encore grandir. IC 1101 ne reste pas immobile. Rien dans l'univers ne reste immobile. La galaxie se déplace dans l'espace à environ 1,4 millions de miles par heure. Cette vitesse semble impossible jusqu'à ce que vous réalisiez que tout ce qui l'entoure se déplace à des vitesses similaires. Notre propre galaxie voyage à travers la toile cosmique à plus d'1 million de miles par heure. Le mouvement est universel. L'immobilité n'existe pas.
Le mouvement provient de plusieurs sources agissant simultanément. Premièrement, IC 1101 orbite au sein de son amas de galaxies. La gravité de l'amas l'attire selon des schémas complexes autour du centre de l'amas. Parfois, la galaxie se déplace vers le noyau. Parfois, elle s'en éloigne, suivant une orbite qui prend des centaines de millions d'années à compléter. Ce mouvement orbital contribue à hauteur de plusieurs centaines de milliers de milles par heure à la vitesse totale d'IC 1101. Deuxièmement, l'ensemble de l'amas Abell 2029 se déplace dans l'espace. Les amas de galaxies dérivent le long des filaments de la toile cosmique, s'écoulant comme des rivières des vides vers des régions plus denses. Le mouvement de l'amas dans la toile cosmique ajoute plusieurs centaines de milliers de milles par heure supplémentaires à la vitesse d'IC 1101. Cette composante du mouvement reflète la structure à grande échelle de l'univers, la façon dont la matière s'organise en filaments, mûrs et vides. Troisièmement, l'univers lui-même se dilate. L'espace entre les amas de galaxies s'agrandit constamment, les éloignant les uns des autres. Cette expansion s'ajoute à la vitesse apparente d'IC 1100 mesurée depuis la Terre. Plus un objet est éloigné, plus l'expansion l'éloigne rapidement. À la distance d'IC 1101, soit 1 milliard d'années-lumière, l'expansion contribue à hauteur d'environ 50 000 miles par heure à son mouvement d'éloignement de nous. Les scientifiques mesurent ces vitesses en utilisant l'effet Doppler. Lorsqu'un objet se déplace vers vous, sa lumière se décale vers des longueurs d'onde plus courtes et plus bleues. Lorsqu'il s'éloigne, la lumière se décale vers des longueurs d'onde plus longues et plus rouges. En mesurant le décalage des raies spectrales par rapport à leur longueur d'onde au repos, les astronomes calculent la vitesse. IC 101 présente un décalage vers le rouge qui indique qu'elle s'éloigne de la Terre à une vitesse d'environ 50 000 miles par heure en raison de l'expansion universelle. Mais cette mesure inclut toutes les composantes du mouvement combiné. La séparation des différentes composantes de la vitesse nécessite une analyse minutieuse. Les astronomes doivent tenir compte de notre propre mouvement. La Terre orbite autour de notre Soleil à 67 000 miles par heure. Notre Soleil orbite autour du centre galactique à 490 000 miles par heure. Notre galaxie se déplace vers Andromède à 70 000 miles par heure. Le groupe local de galaxies, qui comprend la nôtre et Andromède, se déplace vers l'amas de la Vierge à 860 000 miles par heure. Tous ces mouvements affectent les mesures des objets distants. Après avoir tenu compte de tous ces facteurs, les astronomes déterminent la vitesse propre d'IC 1101, c'est-à-dire son mouvement par rapport à l'expansion moyenne de l'univers. Cette vitesse propre reflète la réponse de la galaxie à la gravité des structures massives voisines. La galaxie tombe vers les régions de surdensité et s'éloigne des vides de sous-densité. Ces flux gravitationnels façonnent la structure cosmique sur des milliards d'années. Les vitesses impliquées sont stupéfiantes selon les normes humaines, mais typiques pour les échelles cosmiques. Tout se déplace rapidement. L'univers ne connaît pas de repos. Même quelque chose d'aussi massif qu'IC 1101, pesant un quadrillion de fois la masse de notre Soleil, est emporté par la gravité comme une feuille dans un ruisseau. Mais la vitesse seule ne capture pas l'extrême de ces environnements. Les températures à l'intérieur de ces galaxies vaporiseraient instantanément tout ce que nous connaissons. L'espace entre les étoiles d'IC 1101 n'est pas froid et vide. Un gaz chaud remplit la galaxie, chauffé à des millions de degrés par des processus qui détruiraient la matière instantanément. Ce plasma surchauffé brille intensément dans les longueurs d'onde, des rayons X invisibles à l'œil humain. Si vous pouviez voir les rayons X, IC 1100 brillerait d'un rayonnement intense, bien plus lumineux que sa lumière visible. Le gaz atteint une température d'environ 10 millions de Kelvin. À cette température, les atomes ne peuvent pas exister. Les électrons sont arrachés à leur noyau, formant un plasma de particules flottant librement. Le plasma émet des rayons X par rayonnement thermique et par des interactions entre les électrons et les ions, se déplaçant rapidement. L'observation de ces rayons X donne aux astronomes des informations sur les conditions à l'intérieur de la galaxie que les télescopes optiques manquent complètement. Plusieurs sources y contribuent. Lorsque des galaxies plus petites fusionnent avec IC 1101, la collision comprime le gaz et convertit l'énergie cinétique en chaleur. Les galaxies qui tombent frappent IC 1101 à des vitesses de plusieurs millions de milles par heure. Cette collision choque le gaz, le chauffant à des températures extrêmes. Ce processus, répété des milliers de fois sur des milliards d'années, a injecté une énorme quantité d'énergie thermique dans la galaxie.
le trou noir supermassif central chauffe également le gaz environnant. À mesure que la matière s'enroule en spirale dans le disque d'accrétion, la friction la chauffe à des milliards de degrés près du trou noir. Une partie de cette énergie rayonne vers l'extérieur, chauffant le gaz à travers la galaxie. Les jets lancés des pôles du trou noir déversent une énergie supplémentaire dans le milieu environnant. À mesure que les jets traversent le gaz, ils créent des ondes de choc qui chauffent la matière sur leur passage. Les supernovae y contribuent également. Lorsque des étoiles massives explosent, elles libèrent plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra pendant toute sa vie. Partie 9. L'univers au-delà du temps, des galaxies naissantes aux géants. Les galaxies les plus lointaines que nous observons apparaissent telles qu'elles étaient il y a plus de 13 milliards d'années, moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Nous observons leur forme naissante se développer, sachant que ce sont des structures anciennes qui ont peu être changées au point d'être méconnaissables, ou qui n'existent peu, être plus du tout. Telle est l'étrange réalité de l'astronomie. Nous étudions le passé et l'appelons le présent. Nous mesurons des fantômes et prétendons qu'ils sont réels. Mais ce qui dérange vraiment les astronomes, c'est que personne ne comprend comment ces fantômes sont devenus si incroyablement grands. Alcyone ne devrait pas exister, ni IC 1101. Les modèles actuels de formation et d'évolution des galaxies ne peuvent pas expliquer pleinement des structures aussi massives. Les galaxies se développent par deux processus principaux. Elles accrètent du gaz, qui forment de nouvelles étoiles, et elles fusionnent avec d'autres galaxies. Les deux processus prennent du temps. Le problème est que l'univers n'a que 8 milliards d'années. Cela semble être beaucoup de temps, mais construire quelque chose de 16 millions d'années-lumière de large nécessite une séquence d'événements improbables. Les simulations informatiques de la formation des structures cosmiques commencent par de petites fluctuations de densité dans l'univers primitif. La gravité amplifie ces fluctuations, provoquant l'agglomération de la matière. Pendant des centaines de millions d'années, ces amas se transforment en premières galaxies. Ces premières galaxies sont petites, généralement quelques milliards de fois la masse de notre Soleil. Elles se développent en entrant en collision avec leurs voisines, construisant lentement les structures massives que nous voyons aujourd'hui. Les plus grandes galaxies s'assemblent en dernier, se trouvant aux intersections des filaments de la toile cosmique, où la matière s'écoule naturellement. Lorsque les astronomes font tourner ces simulations jusqu'à nos jours, elles prédisent l'existence de très grandes galaxies. Les simulations reproduisent avec succès de nombreuses propriétés observées des galaxies, mais elles ont du mal avec les extrêmes absolus. Des galaxies aussi grandes qu'IC 1101 apparaissent rarement dans les simulations, à la limite de la probabilité statistique. Alcyone n'apparaît presque jamais. Les simulations suggèrent que des lobes radio s'étendant sur 6 millions d'années-lumière ne devraient pas avoir eu le temps de se former. Les jets radio nécessitent un trou noir en train de se nourrir. Le trou noir a besoin d'un approvisionnement constant en gaz et en étoiles à consommer. Cette matière provient de la galaxie environnante et du gaz s'écoulant le long des filaments de la toile cosmique. Mais à mesure que les jets injectent de l'énergie dans l'espace environnant, ils chauffent ce gaz. Le gaz chaud résiste à la chute sur la galaxie. Cela crée une rétroaction négative qui limite la durée pendant laquelle les jets peuvent rester actifs. La plupart des radiogalaxies ont de courtes périodes d'activité, peut être quelques dizaines de millions d'années. Ensuite, leur source de carburant s'épuise, les jets s'éteignent et les lobes radio s'estompent. Pour que les lobes d'Alcyone atteignent 16 millions d'années-lumière, les jets auraient dû rester actifs pendant des centaines de millions d'années, voire plus. Même en voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, il faut du temps à la matière pour atteindre de telles distances. Et les jets doivent rester stables et puissants pendant toute cette période. Une interruption de l'approvisionnement en carburant les aurait éteints. Lorsqu'ils se seraient réactivés plus tard, ils auraient créé de nouveaux jets qui auraient pu pointer dans des directions différentes. Les lobes d'Alcyone sont parfaitement alignés, ce qui suggère une activité de jet continue et ininterrompue. Comment cette galaxie a-t-elle maintenu un approvisionnement en carburant aussi stable pendant si longtemps? Les scientifiques ont proposé plusieurs théories. Peut-être qu'Alcyone se trouve dans un environnement inhabituellement peu dense, où le gaz ténu offre moins de résistance à l'expansion des jets. Peut-être que la galaxie s'étend le long d'un filament de la toile cosmique, qui lui canalise du gaz supplémentaire, alimentant son trou noir central,
L'orientation de la galaxie pourrait jouer un rôle, les jets pointant le long d'un chemin particulièrement dégagé dans l'espace. Tous ces facteurs peuvent contribuer, mais aucun n'explique entièrement ce que nous observons. La partie dérangeante est qu'Alcyone, à l'exception de sa taille, semble tout à fait ordinaire. Son trou noir n'est pas exceptionnellement grand. Son contenu stellaire n'est pas inhabituel. Sa puissance radio se situe dans les plages normales. Elle n'a aucune caractéristique spéciale évidente qui explique sa taille gigantesque. Si des galaxies ordinaires peuvent parfois devenir aussi grandes, alors notre compréhension de la formation des radiogalaxies est incomplète. IC 1101 pose des questions différentes. Sa masse stellaire approche les limites théoriques. La galaxie contient tellement de matière qu'elle flirte avec la limite de ce que la gravité peut maintenir ensemble. Si beaucoup plus de masse était ajoutée, elle pourrait devenir gravitationnellement instable. Pourtant, ces deux monstres existent, défiant les attentes et se moquant de nos modèles. Quelque part, quelque chose d'encore plus grand pourrait attendre. Pour vraiment saisir ces échelles, vous avez besoin de comparaisons qui ont un sens. Imaginez que vous vous teniez sur un terrain de football, placez un grain de sable dans une zone d'en-but. Ce grain représente notre système solaire, la bulle d'espace dominée par la gravité de notre Soleil. Maintenant, placez un autre grain de sable dans l'autre zone d'en-but. L'espace entre ces deux grains, Sandshard, représente la distance jusqu'à l'étoile la plus proche. 4 années-lumière compressées sur la longueur d'un terrain de football. Imaginez maintenant que tout ce terrain de football est réduit à la taille d'un point à la fin d'une phrase. Ce petit point représente le voisinage stellaire local autour de notre Soleil. Agrandissez à nouveau l'échelle. Prenez 100 000 de ces points et disposez-les selon un motif en spirale. Cette spirale, s'étendant sur un espace d'environ 3 pieds, représente notre galaxie, la Voie lactée, 100 milliards d'étoiles compressées à portée de main. Alcyone, à cette échelle, s'étendrait sur près de 500 pieds. Vous ne pourriez pas la faire tenir à l'intérieur de la plupart des bâtiments. Essayez une autre comparaison. Si notre Soleil avait la taille d'un grain de sable, notre galaxie couvrirait à peu près la superficie de l'Amérique du Nord. Les 100 milliards d'étoiles compressées dans une zone s'étendant de la Californie à New York, du Canada au Mexique. IC 1101 à la même échelle couvrirait une zone plus grande que toute la surface de la Terre. Vous pourriez disperser 50 galaxies de la taille de la nôtre sur IC 1101 et avoir encore de la place. Ces comparaisons échouent toujours parce que l'espace lui-même est principalement vide. Les étoiles sont si éloignées que même dans les noyaux galactiques denses, les distances entre elles éclipsent les étoiles elles-mêmes. Si vous apparaissiez à un endroit aléatoire à l'intérieur d'IC 1101, vous vous matérialiseriez très probablement dans l'espace vide, loin de toute étoile. Vous pourriez ne voir aucune étoile à proximité. La galaxie contient 100 billions d'étoiles, mais elles sont réparties sur des distances si vastes que la majeure partie du volume reste complètement vide. La vitesse de la lumière offre une autre comparaison utile. La lumière met environ 1 seconde pour aller de la Terre à la Lune. Elle atteint Mars en environ 3 minutes à son approche la plus proche. Il faut 8 minutes à la lumière pour aller de notre Soleil à la Terre. Il faut environ 1 an à la lumière pour traverser tout notre système solaire, de notre Soleil au bord du nuage d'Oort. Cela définit une année-lumière. Notre galaxie mesure 100 000 années-lumière de large. Alcyone s'étend sur 6 millions d'années-lumière. Un photon voyageant à travers Alcyone devrait faire 160 000 voyages complets à travers notre galaxie entière. Les esprits humains n'ont pas évolué pour comprendre ces échelles. Nos cerveaux ont évolué pour suivre les menaces dans notre environnement immédiat, estimer les distances aux objets proches et comprendre les relations spatiales en termes d'échelle humaine. Nous pouvons imaginer une pièce, un bâtiment, une ville peut être même la courbure de la Terre. Mais 16 millions d'années-lumière, les chiffres ne signifient rien émotionnellement. Vous pouvez les calculer, les écrire, mais vous ne pouvez pas les ressentir. Les échelles dépassent l'intuition humaine. C'est pourquoi l'astronomie peut sembler si aliénante. Nous étudions des structures si grandes qu'elles réduisent tout ce qui est familier à l'insignifiance. Notre planète entière, chaque être humain qui a jamais vécu, toute l'histoire de l'humanité, tout cela est comprimé en une particule trop petite pour être vue. Et cette particule orbite autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire qui serait complètement invisible à côté d'Alcyone ou d'IC 1101. Nous ne sommes même pas une erreur d'arrondi dans l'arithmétique cosmique.
Nous sommes beaucoup plus petits que cela. Pourtant, malgré notre insignifiance cosmique, nous avons trouvé le moyen de détecter ces géants. Nous avons construit des télescopes, développé des mathématiques, formulé des théories et pointé nos instruments vers des points de lumière lointains. Contre toute attente, de petites créatures sur un petit monde ont mesuré les plus grandes structures qui existent. Et ces mesures ont révélé quelque chose d'encore plus troublant sur la nature de l'espace. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles s'organisent en un réseau massif appelé la toile cosmique, une structure assez grande pour englober l'univers observable. Ce réseau s'est formé à partir de petites fluctuations de densité dans l'univers primitif, amplifiées par la gravité sur des milliards d'années. La matière s'est écoulée le long de ces schémas de densité, créant des filaments, des murs et des vides. La toile cosmique ressemble aux réseaux neuronaux du cerveau humain ou au réseau de mycélium souterrain, une structure ramifiée qui relie tout. Les filaments contiennent de la matière noire, cette substance mystérieuse qui constitue 85% de toute la matière mais n'émet pas de lumière. La matière noire n'interagit que par la gravité. Nous la détectons en observant comment la matière visible se déplace en réponse à des champs gravitationnels que nous ne pouvons pas voir. Les filaments agissent comme des autoroutes gravitationnelles, canalisant la matière normale le long de chemins spécifiques. Les galaxies se forment là où les filaments se croisent, s'agglomérant au carrefour cosmique. Les plus grands amas de galaxies se trouvent aux intersections les plus denses, là où plusieurs filaments se rejoignent. Alcyone se trouve probablement près d'un de ces filaments. Sa position dans la toile cosmique pourrait expliquer sa taille massive. À mesure que le gaz s'écoule le long du filament vers la galaxie, il fournit un approvisionnement constant en carburant pour le trou noir central. Ce carburant maintient les jets actifs pendant des centaines de millions d'années, leur permettant de gonfler les lobes radio géants. Sans cette ligne d'approvisionnement cosmique, le trou noir aurait épuisé ses sources de gaz locales depuis longtemps et se serait éteint. Le filament relie Alcyone à des réservoirs de matière lointains, là maintenant nourris et en croissance. IC 1101 se trouve dans une position similaire au centre de l'amas de galaxies Abell 2029. L'amas lui-même se trouve dans un grand nœud de la toile cosmique où plusieurs filaments se rencontrent. Au cours de milliards d'années, les galaxies ont afflué le long de ces filaments vers le noyau de l'amas. À leur arrivée, la gravité d'IC 1101 les a capturées. Certaines ont fusionné avec le géant central, ajoutant leurs étoiles et leurs gaz à sa masse. D'autres orbitent dans l'amas, perdant lentement de l'énergie et spiralant vers l'intérieur. Le processus se poursuit aujourd'hui, garantissant qu'IC 1101 continue de croître. Même si sa formation d'étoiles internes s'est éteinte, la toile cosmique crée également d'immenses vides, presque dépourvus de galaxies. Ces vides s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière et contiennent très peu de matière visible. Le plus grand vide, le vide du Bouvier, mesure 330 millions d'années-lumière de large. Si vous vous teniez au centre de ce vide, vous ne verriez être aucune galaxie dans aucune direction. Les structures les plus proches seraient hors de portée même des télescopes puissants. Ces vides se forment naturellement à mesure que la matière s'écoule des régions de sous-densité vers les filaments et les amas plus denses. Les scientifiques étudient la toile cosmique en utilisant d'immenses relevés qui cartographient les positions des galaxies dans le ciel. En analysant comment les galaxies se regroupent, ils reconstituent la distribution sous-jacente de la matière noire. Les simulations informatiques reproduisent la structure de la toile cosmique en partant des conditions présentes peu après le Big Bang et en évoluant dans le temps. Les simulations correspondent remarquablement bien aux observations, confirmant que la gravité a façonné l'univers en ce motif de réseau sur des milliards d'années. Mais la toile cosmique n'est pas statique. Elle continue d'évoluer. Les filaments s'étirent à mesure que l'univers se dilate. Les amas deviennent plus grands à mesure qu'ils accrètent des galaxies supplémentaires. Les vides s'agrandissent à mesure que la matière s'en éloigne. Dans un avenir lointain, dans des centaines de milliards d'années, l'univers deviendra encore plus structuré. Les amas de galaxies fusionneront en de massifs superamas. Les régions entre ces superamas deviendront encore plus vides. Finalement, l'expansion accélérée, entraînée par l'énergie noire, déchirera même ces structures. Mais ce destin se trouve dans un avenir incroyablement lointain. Pour l'instant,
La toile cosmique façonne l'endroit où les plus grandes galaxies se forment et détermine leur taille ultime. Alcyone et IC 1101 ont bénéficié d'un emplacement de choix dans cette vaste structure. Mais quelque chose est arrivé à ces galaxies qui garantit qu'elles ne créeront plus jamais de nouvelles étoiles. IC 1101 est en train de mourir. La formation d'étoiles, le processus qui a autrefois créé des billions d'étoiles en son sein, a presque cessé. La galaxie a épuisé la plupart de son gaz froid il y a des milliards d'années. Ce qui reste est une population d'étoiles vieillissantes qui brûlent lentement leur carburant restant. Les astronomes classent de telles galaxies comme rouges et mortes, indiquant que leurs populations stellaires sont dominées par les vieilles étoiles et qu'aucune naissance d'étoiles significative n'a lieu. Comprendre comment les galaxies deviennent rouges et mortes révèle les processus fondamentaux qui façonnent l'évolution cosmique. La formation d'étoiles nécessite des conditions spécifiques. Vous avez besoin de gaz moléculaires froids, principalement de l'hydrogène, comprimé en nuages denses. Ces nuages doivent se refroidir à moins de 10 000 Kelvin pour permettre à la gravité de vaincre la pression thermique. Une fois suffisamment comprimé, le nuage se fragmente en plus petits amas. Chaque amas continue de s'effondrer jusqu'à ce que son noyau soit suffisamment chaud pour déclencher la fusion nucléaire. Une étoile est née. Ce processus convertit le gaz en étoile, épuisant progressivement la réserve de carburant de la galaxie. Les jeunes galaxies spirales comme notre Voie lactée ont encore beaucoup de gaz froid. Notre galaxie convertit chaque année environ 2 à 3 fois la masse de notre Soleil en nouvelles étoiles. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais avec environ 10 milliards de masses solaires de gaz disponibles, la Voie lactée peut continuer à former des étoiles pendant des milliards d'années. Ce processus maintient la structure spirale de la galaxie et crée des régions de formation d'étoiles actives, visibles comme des zones bleues vifs sur les photos. IC 1101 a cessé de former des étoiles à un rythme significatif il y a des milliards d'années. Plusieurs facteurs ont contribué à cet arrêt. Premièrement, la galaxie a fusionné à plusieurs reprises avec d'autres galaxies. Chaque fusion a déclenché d'intenses flambées d'étoiles à mesure que les nuages de gaz en collision étaient comprimés et s'effondraient. Ces flambées ont créé des étoiles massives qui ont épuisé leur carburant en seulement quelques millions d'années. Les explosions de supernovae des étoiles massives mourantes ont chauffé le gaz environnant, rendant plus difficile la formation de nouvelles étoiles. Plusieurs séries de fusions et de flambées d'étoiles ont progressivement épuisé l'approvisionnement en gaz froid. Deuxièmement, le trou noir central a joué un rôle. En se nourrissant de matière tombant vers lui, il a produit de puissants jets qui ont chauffé le gaz à travers la galaxie. Ce processus, appelé rétroaction AGN, empêche le gaz refroidi de se déposer dans le disque galactique où il pourrait former des étoiles. Le trou noir régule essentiellement la formation d'étoiles, empêchant la galaxie de convertir tout son gaz en étoiles trop rapidement. Mais cela signifie également qu'une fois la plupart du gaz épuisé, il reste peu de choses pour former de nouvelles générations d'étoiles. Troisièmement, l'emplacement d'IC 1101 dans un amas de galaxies est important. L'espace entre les galaxies de l'amas contient un plasma diffus de gaz chaud, chauffé à des dizaines de millions de degrés par la compression gravitationnelle et l'activité de fusion passée. Lorsque IC 1101 se déplace dans ce milieu chaud, un processus appelé arrachement par pression dynamique peut souffler son gaz froid restant. Le mouvement de la galaxie à travers l'amas crée un vent qui arrache le matériau faiblement lié, le privant des matières premières nécessaires à la formation d'étoiles. Le résultat est une galaxie remplie de vieilles étoiles qui meurent lentement. Les étoiles les plus massives, qui brillent en bleu-blanc et ne vivent que quelques millions d'années, sont mortes il y a des milliards d'années. Ce qui reste, ce sont les étoiles plus petites et à plus longue durée de vie, qui brillent en rouge, orange et jaune. Ces étoiles continueront à brûler pendant des milliards d'années, mais aucune nouvelle étoile bleue ne viendra les remplacer. Au fil du temps, la galaxie deviendra plus rouge et plus faible à mesure que sa population stellaire vieillira. Finalement, dans un avenir lointain, seules les plus petites étoiles naines rouges subsisteront, brillant faiblement dans une galaxie de plus en plus vide. Alcyone est confrontée à un destin similaire. Sa formation d'étoiles s'étant arrêtée il y a longtemps. La galaxie existe comme une braise qui s'éteint, sa population stellaire s'estompant lentement avec le temps cosmique. Pas de nouvelles étoiles signifie pas de nouvelles planètes, pas de nouveaux systèmes solaires,
pas de nouvelles chances pour l'émergence de la vie. Quelles que soient les civilisations qui pourraient exister dans ces galaxies, elles ont hérité d'étoiles formées il y a des milliards d'années. Lorsque ces étoiles mourront, il n'y en aura pas de nouvelles pour les remplacer. C'est le cycle de vie des galaxies elliptiques géantes. Elles se forment par des fusions violentes, connaissent des éclats de création d'étoiles intenses, puis s'estompent lentement dans l'obscurité. Mais il existe un moyen pour ces galaxies mortes de revenir à la vie. Les galaxies entrent en collision en permanence dans tout l'univers. Malgré les distances immenses qui les séparent, la gravité garantit que les voisines finiront par se rencontrer sur des milliards d'années. Ces collisions comptent parmi les événements les plus spectaculaires du cosmos, remodelant les galaxies et déclenchant de massives flambées de formation d'étoiles. IC 1101 et Alcyone se sont formés par d'innombrables collisions de ce type. Leur taille massive actuelle est le résultat de fusions accumulées au cours de l'histoire cosmique. Une collision de galaxies typique dure des centaines de millions d'années. Les galaxies s'approchent l'une de l'autre, accélérant à mesure que la gravité les attire. Lors du premier passage, elles peuvent simplement orbiter l'une autour de l'autre, déformant leurs formes respectives par les forces de marée. De longs courants d'étoiles sont arrachés, formant des queues de marée de centaines de milliers d'années-lumière. Ces queues forment souvent des ponts entre les deux galaxies, visibles comme de faibles traînées de lumière sur les images de télescopes profonds. Alors que les galaxies se séparent après le premier passage, leur gravité mutuelle absorbe l'énergie orbitale. Elles ralentissent, se retournent et entrent à nouveau en collision. Ce processus se répète plusieurs fois, chaque collision devenant plus violente à mesure que les galaxies perdent de l'énergie et se rapprochent. Finalement, elles fusionnent complètement, leurs étoiles se mêlant en une seule galaxie plus grande. L'ensemble du processus, de la première rencontre à la fusion finale, peut prendre plus d'1 milliard d'années. La collision n'implique pas que les étoiles se heurtent physiquement. Les espaces entre les étoiles sont si vastes que les collisions stellaires ne se produisent presque jamais. Au lieu de cela, la gravité remodèle les galaxies. Le mouvement ordonné est perturbé. Les galaxies spirales, avec leurs disques en rotation régulière, se transforment en galaxies elliptiques avec des orbites stellaires aléatoires. La transformation est permanente. Une fois qu'une galaxie spirale fusionne avec une autre grande galaxie, la structure spirale ne peut pas se reformer. Mais les nuages de gaz à l'intérieur des galaxies entrent en collision. Contrairement aux étoiles, le gaz a une distribution plus continue et interagit par les forces électromagnétiques. Lorsque les nuages de gaz s'entrechoquent à des centaines de kilomètres par seconde, ils sont comprimés et chauffés. Certaines régions sont suffisamment comprimées pour déclencher un effondrement gravitationnel incontrôlable. Des millions d'étoiles se forment dans ces régions comprimées, créant des régions de flambée d'étoiles brillantes, visibles sur tout le spectre électromagnétique. Notre galaxie est actuellement en collision avec une voisine plus petite, la galaxie elliptique naine du Sagittaire. Cette petite galaxie est en train d'être déchiquetée par les forces de marée de notre galaxie. De longs courants d'étoiles provenant d'elle s'enroulent plusieurs fois autour de notre galaxie, preuve de plusieurs passages antérieurs. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, notre galaxie entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cette collision mélangera les deux galaxies, déclenchera une formation d'étoiles massives et les fusionnera finalement en une galaxie elliptique géante. Les astronomes ont déjà surnommé cette future galaxie Milkomeda. IC 1101 secondes est formée par des dizaines ou des centaines de fusions majeures. Chaque fusion a ajouté de la masse, des étoiles et du gaz. L'effet cumulatif a produit la structure supergéante que nous observons aujourd'hui. La preuve de son histoire de fusion est visible dans ces populations stellaires. Des études spectroscopiques approfondies révèlent des étoiles d'âge et de composition chimique différents mélangées à travers la galaxie. Ces étoiles proviennent de différentes galaxies progénitrices qui ont fusionné à différents moments, chacune contribuant sa population stellaire aux géants en croissance. Alcyone a probablement une histoire similaire. Sa galaxie hôte s'est développée par fusion jusqu'à accumuler suffisamment de masse pour abriter un trou noir supermassif capable de produire les jets massifs que nous observons. Sans la masse ajoutée par de multiples fusions, le trou noir n'aurait peut-être pas grandi suffisamment pour alimenter des lobes radiaux s'étendant sur 16 millions d'années-lumière. Mais il y a une limite à la taille que peuvent atteindre les galaxies.
L'énergie noire provoque l'expansion accélérée de l'univers. L'espace lui-même se dilate plus rapidement qu'il ne le faisait par le passé. Il est entraîné par une force mystérieuse, l'énergie noire, qui éloigne tout. Cette accélération impose une limite fondamentale à la taille que peuvent atteindre les structures. Toute région où la gravité a réussi à rassembler la matière peut continuer à croître, mais seulement jusqu'à ce que l'expansion la sépare de la matière voisine. Partie 10. Le murmure du vide cosmique, les limites au-delà des géants. Au-delà d'une certaine échelle, l'expansion l'emporte et la formation de structures s'arrête. Cela est dû à l'énergie noire, découverte en 1998 grâce à l'observation de supernovae lointaines qui accélèrent l'expansion de l'univers. Cette accélération éloigne la matière au-delà d'une certaine distance plus rapidement que la gravité ne peut l'attirer, créant une limite d'horizon cosmique pour la taille des structures. La taille de 16 millions d'années-lumière d'Alcyone est donc un cas extrême, approchant de la taille maximale pratique. De même, la masse d'IC 1101 est proche des limites théoriques que les galaxies peuvent atteindre avant de devenir instables. Dans le futur, l'énergie noire dominera complètement, maintenant les amas de galaxies liées mais rendant tout ce qui se trouve entre eux inaccessible, transformant les galaxies en îles isolées dans un vide en expansion constante. La collision n'implique pas que les étoiles se heurtent physiquement. Les espaces entre les étoiles sont si vastes que les collisions stellaires ne se produisent presque jamais. Au lieu de cela, la gravité remodèle les galaxies. Le mouvement ordonné est perturbé. Les galaxies spirales, avec leurs disques en rotation régulière, se transforment en galaxies elliptiques avec des orbites stellaires aléatoires. La transformation est permanente. Une fois qu'une galaxie spirale fusionne avec une autre grande galaxie, la structure spirale ne peut pas se reformer. Mais les nuages de gaz à l'intérieur des galaxies entrent en collision. Contrairement aux étoiles, le gaz a une distribution plus continue et interagit par les forces électromagnétiques. Lorsque les nuages de gaz s'entrechoquent à des centaines de kilomètres par seconde, ils sont comprimés et chauffés. Certaines régions sont suffisamment comprimées pour déclencher un effondrement gravitationnel incontrôlable. Des millions d'étoiles se forment dans ces régions comprimées, créant des régions de flambée d'étoiles brillantes, visibles sur tout le spectre électromagnétique. Notre galaxie est actuellement en collision avec une voisine plus petite, la galaxie elliptique naine du Sagittaire. Cette petite galaxie est en train d'être déchiquetée par les forces de marée de notre galaxie. De longs courants d'étoiles provenant d'elle s'enroulent plusieurs fois autour de notre galaxie, preuve de plusieurs passages antérieurs. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, notre galaxie entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cette collision mélangera les deux galaxies, déclenchera une formation d'étoiles massives et les fusionnera finalement en une galaxie elliptique géante. Les astronomes ont déjà surnommé cette future galaxie Milkomeda. IC 1101 secondes est formée par des dizaines ou des centaines de fusions majeures. Chaque fusion a ajouté de la masse, des étoiles et du gaz. L'effet cumulatif a produit la structure supergéante que nous observons aujourd'hui. La preuve de son histoire de fusion est visible dans ces populations stellaires. Des études spectroscopiques approfondies révèlent des étoiles d'âge et de composition chimique différents mélangés à travers la galaxie. L'univers a probablement déjà créé ses plus grandes structures. IC 1101, avec sa masse d'environ 1 quadrillion de fois celle de notre Soleil, se situe au sommet de ces géants. Environ 85% de cette masse est de la matière noire, qui fournit l'échafaudage gravitationnel pour la formation des galaxies. Le reste est constitué d'environ 100 billions d'étoiles et de gaz. Les astronomes calculent cette masse énorme indirectement en mesurant les vitesses orbitales des étoiles et du gaz. Ces vitesses révèlent la présence d'un halo de matière noire invisible. Oui, l'histoire de géants comme IC 1101 est une épopée de la domination écrasante d'une seule force, la gravité. Cette force incroyable qui dévore des billions d'étoiles, qui enchevêtre les galaxies les unes avec les autres, qui façonne le tissu même de l'univers. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette force, au cœur de tout ce drame cosmique, n'est en fait pas une force du tout? Tout ce qui a été raconté était basé sur l'hypothèse que les galaxies s'attirent les unes les autres. Mais si l'attraction n'existait pas,
Et si ce que nous pensions être la loi la plus fondamentale de l'univers n'était en réalité qu'une illusion gigantesque sous nos yeux, c'est précisément au cœur de cette question provocatrice que nous plongerons dans notre prochaine vidéo. Notre sujet, la gravité, la force que nous avons complètement mal comprise. De Newton à Einstein, de la courbure de l'espace-temps au mystère de l'énergie noire. Pour ne pas manquer ce voyage qui ébranlera tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer cette cloche de notification. D'ici là, endormez-vous en vous demandant si les étoiles vous attirent ou si c'est l'espace qui vous pousse vers elles. Bonne nuit.